Ça y est, fini les études. Après 2 ans de prépa maths, enfin 3 pour moi, et 3 ans en école d'ingénieur, en route pour 50 ans de travail. Oui, mais non, j'ai envie d'autre chose. Et tout de suite. Une énergie débordante me pousse à l'aventure, l'envie de tout recommencer à zéro. Très bien, mais où vais-je? Comment m'y rendre? Pour y faire quoi et avec quels sous? Allez, on fonce et on réfléchit après. 1 an plus tard, me voici, bien vivant et heureux. Non, pas celle-là, l'autre. Tac, voilà. Derrière, c'est Vincent et devant, c'est moi, sur le train de fer long de 2,5 km, en Mauritanie, en plein milieu du Sahara, sans nourriture et sans eau, entouré de sable et de soleil. Mais pourquoi en arriver là? Je m'appelle Robin Lenormand, j'ai 26 ans et je suis vagabond de l'énergie. Les Vagabonds de l'énergie, c'est une association qui vise à sensibiliser les citoyens, petits comme grands, aux enjeux climatiques et énergétiques à travers 2 pôles. Un pôle animation en Normandie pour faire de l'éducation et promouvoir la low-tech, et un pôle voyage. Le but, comprendre comment les citoyens développent des projets d'énergie. Je vous invite ici à partir à l'aventure avec moi pour y faire l'éloge du voyage low-tech et du temps long. Bon, j'ai que 15 minutes pour le faire. D'abord, pourquoi voyager? J'ai vu la réponse après mon départ sur un mur au port de Dakar. Je cite Nicolas Bouvier. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. Où aller? Qu'importe. Quel pays faire? J'ai pas envie de faire, moi. J'ai pas envie de me faire tel pays ou tel autre. J'ai pas envie de me faire, j'ai envie de me défaire. Me défaire de préjugés, de fausses idées, de on m'a dit que, de oula, mais c'est pas trop dangereux là-bas? J'ai envie de me défaire de la pensée réductrice et homogène que l'on se fait vaguement d'un pays pourtant composé d'infinies richesses et de cultures différentes. J'ai envie de me défaire de mes habitudes aussi, de mon agenda trop rigide, trop bien rempli. J'ai envie de me dépouiller aussi, matériellement. Un sac à dos, une tente, un duvet. Partir en toute légèreté pour ne pas m'encombrer l'esprit. En bref, je veux vagabonder. Alors je pars un matin pour rejoindre Louis à Lille. Ensemble, on participe à la Madjac, la plus grande course d'autostop de France. Histoire de m'entraîner un peu parce que je n'avais pratiquement jamais exercé le stop. La Madjac, c'est un festival où, à l'arrivée, 3000 personnes se retrouvent pour faire la fête. Bon, avec Louis, on arrive les derniers, avec un jour de retard. Tant pis pour la fête. Disons qu'on a pris notre temps. Mais en fait, c'est ça le vagabondage pour moi. C'est se fixer un objectif et se laisser le droit de zigzaguer, quitte à faire quelques détours. Grâce à notre retard, je rencontre Oriane, qui m'accompagne jusqu'à Lisbonne en stop. À Lisbonne, je fais du bateau stop. En fait, je me mets dans l'eau et je lève le pouce comme ça. Non, je vais au ponton et je demande aux voiliers s'ils ont de la place pour m'emmener de l'autre côté de la Méditerranée. 2 jours plus tard, je rencontre Sid Sealing, un super équipage belge de mon âge, avec comme rêve réaliser le tour de l'Atlantique pendant 2 ans et demi. Trop chanceux, surtout que je n'ai aucune expérience en mer. Pour citer Jean-Louis Barrault, être libre, c'est choisir ses contraintes. Être sur un voilier de 12 mètres, en plein milieu de l'eau, sans réseau, c'est s'imposer des contraintes. Mais une fois ce temps d'adaptation, cette expérience permet le dépouillement, l'autonomie et apprendre à vivre avec l'autre aussi. En fait, le voilier, c'est un peu une colloque vagabonde. La mer, les nuages, le vent, le cosmos, le temps long, la contemplation. Je quitte un monde matérialiste et d'abondance énergétique pour me retrouver avec moi-même. On arrive à Dakar, finalement, au Sénégal.
Et pour continuer mon périple, je propose à Justine, que j'ai rencontrée sur le voilier, de faire le tour du Sénégal avec moi pendant 50 jours. Naturellement, elle accepte et hop, on se rend au quartier de la Médina, à Dakar, on achète 2 vélos, on se fait faire les sacoches sur mesure par le couturier du coin et c'est parti pour 1500 km. 50 jours, ça fait que 30 km par jour finalement. Ensemble, au fil des chemins, des manguiers et des baobabs, on découvre les richesses du Sénégal. Le vélo, c'est le meilleur moyen de transport pour moi. Le meilleur équilibre entre confort et vulnérabilité. Ni trop vite, ni trop lent. Il permet de s'imprégner des éléments extérieurs, de comprendre ce qui nous arrive à travers nos sens. L'odeur des noix de cajou ou des pommes de cajou, le cri de joie des enfants, de ressentir la chaleur aussi, mais pas trop. Ce que j'ai aimé, c'est nous fixer un objectif et de le partager aux autres. Les habitants sont dans l'empathie, ils veulent nous aider, ils s'identifient. Ils sont heureux de parler de leur territoire et de leur quotidien. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés en 1 heure dans le bureau d'un maire ou d'une présidente associative. J'ai compris que tout est négociable dans la vie. Il suffit d'être patient et souriant. Et puis, comme on m'a dit plusieurs fois, l'important c'est d'être là, maintenant. Une fois revenu à Dakar, je pars avec Vincent, que j'ai rencontré sur mon chemin. Ensemble, on traverse la Mauritanie, puis le Maroc, pour rejoindre Tanger. On parcourt quelques 3000 km en stop. À Tanger, Oriane me retrouve et on s'égare dans les abysses du Sahara oriental et de l'Atlas, avec l'envie de réaliser des reportages sur la sécheresse dans la vallée du Dra. Voilà 15 mois pour faire ce petit tour. C'est pas banal, mais pas non plus exceptionnel. L'important pour moi n'est pas de collectionner les pays, ni les tampons sur les passeports. Vagabonder, c'est pas forcément traverser les frontières, voyager géographiquement, mais c'est surtout voyager humainement. Vagabonder, c'est essayer de faire par soi-même, trouver son propre chemin, loin des lieux instagrammables du moment. Vagabonder, c'est cultiver sa zone de confort. Y sortir, mais pas trop. Vagabonder, c'est rester ouvert et s'adapter à notre environnement. C'est retrouver de la dépendance à la nature. Mobile et vulnérable, on se déracine, on coupe ses attaches, on s'engage constamment. Vagabonder, c'est prendre son temps, oui, mais pas non plus glander. En fait, le vagabondage, c'est un peu l'opposé du tourisme. Vagabonder, c'est aussi retrouver de la fragilité en se soumettant à l'inconnu. Faire confiance et demander l'aide à l'autre. En Afrique de l'Ouest, c'est très facile. Bon, il peut arriver des galères aussi. Une fois, on faisait du stop dans la vallée du Dra. On a attendu peut-être 5 heures un vendredi après-midi dans un bled paumé sous 40 degrés. 15 heures, sortie des hommes de la mosquée, l'un nous interpelle. Vous voulez boire de l'eau fraîche ? Ah oui. Venez boire le thé aussi. On finit par partager le couscous. Petite sieste dans le salon. Allez, venez voir ma palmeraie aussi. On fait le tour de son champ, on y découvre au même endroit tout un écosystème agroécologique, avec d'abord le maraîchage, puis les arbres fruitiers, notamment les agrumes, et enfin les palmiers. Tous boivent à différentes échelles, mais se nourrissent mutuellement. On y a découvert aussi des systèmes d'irrigation anciens, mais toujours d'actualité. Finalement, on l'a aidé quelques heures et on a dormi chez lui. On est reparti le lendemain, tranquillement, en stop. En se confrontant chaque jour à l'autre, on se rend compte que même s'il y a des profiteurs et des gens qui te font perdre ton temps, on se rend compte que l'humain est profondément gentil. Vagabonder, c'est essayer de s'intégrer, en partageant la vie des gens pour le meilleur et pour le pire, pour comprendre les difficultés ou les bonheurs qu'il ou elle éprouve.
À Tambacounda, je demande à Amidou, au Sénégal. Avec Justine, on se sent très chanceux. Pourquoi as-tu accepté de nous accueillir pendant une semaine chez toi? Mais c'est moi qui ai de la chance. Vous auriez pu frapper à n'importe quelle autre maison, vous avez choisi la mienne. Les Sénégalais aiment bien dire en Wolof, Niofar. Niofar, on est ensemble. C'est pour ça que tout le monde mange dans le même plat, petits ou grands, local ou visiteurs, riches ou pauvres. Vagabonder, c'est aussi minimiser son impact énergétique. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Alors, voyager bas carbone, c'est s'alléger et aller moins vite. En parlant d'énergie, l'un de mes objectifs quand même, via l'association Les Vagabonds de l'énergie, était d'aller explorer des projets autour de l'énergie. Je prends la définition au sens large. J'y intègre l'agriculture, l'alimentation, la production d'électricité, l'eau, le transport, le logement, la gestion des déchets aussi. Je ne veux pas me restreindre. Je me pose alors la question, comment partager au grand public mes découvertes? En créant Énergie Vagabonde, un podcast sur le vagabondage et l'énergie. Pour y interviewer des citoyens engagés et des vagabonds dans l'âme. Un exemple concret que j'ai eu la chance de voir, ce sont les filets de brouillard à Sidi Ifni, dans l'Anti-Atlas, la partie sud du Maroc, sur la côte atlantique. Le Maroc fait face, surtout depuis 3-4 ans, à de grandes sécheresses. Un peu partout, les rivières et les puits s'assèchent, les poissons disparaissent, les dattiers jaunissent et les habitants en pâtissent. Donc, dans la région de Sidi Ifni, celle-ci souffre de stress hydrique. Dans les villages, les habitants marchent jusqu'à 3-4 heures par jour, parfois, pour aller chercher l'eau au fond du puits. Enfin, surtout les femmes et les filles, leur privant parfois d'école. Alors, avec l'aide d'ingénieurs allemands, une association locale a installé des filets de brouillard à 1200 mètres d'altitude, là où le brouillard est dense. Ils sont là. Ils sont très grands. En tout, c'est 1700 mètres carrés de surface. Le filet en plastique imite la toile d'araignée, qui permet de capturer la vapeur. Il la transforme en eau liquide, qui est ensuite acheminée par 45 km de canalisation en bas dans la vallée, dans des grandes cuves. Cela permet d'alimenter 16 villages, soit environ 800 habitants. Grâce à ces filets, j'ai rencontré des jeunes qui reviennent dans leur village, comme Jamé, qui, après ses études, souhaite ouvrir une auberge touristique et un musée sur les techniques traditionnelles et la production d'huile d'argan. Un autre exemple, celui du four solaire. À Marrakech, une start-up a déposé plusieurs brevets. En fait, c'est une boîte en alu, comme ça, avec de la laine pour faire l'isolant, au-dessus du plexiglas qui permet de capter et concentrer les rayons du soleil au tagine. Cela permet d'éviter de se servir du bois. Finalement, dans ma façon de voyager, puis par les projets que j'ai pu voir, je me suis rendu compte que je cheminais progressivement vers la philosophie low-tech. J'ai compris alors que le mode de vie low-tech, c'est s'adapter à la nature, aux besoins et aux ressources, devenir autonome et résilient face à l'inconfort et au manque, retrouver de l'utilité sociale et de la convivialité, et reprendre le pouvoir. Ce modèle, je l'ai quelquefois vu dans les villes et villages en Afrique de l'Ouest, à l'image de Toubacouta, une petite ville du Sine Saloum au Sénégal. J'ai été frappé de voir autant d'activités et de vie dans une si petite ville, entre associations environnementales, radios communautaires, concours de rap, festivals de contes. Concrètement, cette ville est un modèle de société low-tech à mon sens. Des transports légers et peu bruyants, des petits commerces, une facilité d'accès aux outils et aux êtres, une autonomie des travailleurs par l'utilisation de technologies simples, une hiérarchie sociale limitée. Bien sûr, tout n'est pas rose.
La population fait face au dérèglement climatique, à de grandes difficultés économiques et à une limitation des ressources. Mais cette ville est socialement, humainement, démocratiquement très développée, avec des citoyens engagés pour donner un avenir à la jeunesse, éviter l'exode rural, voire l'exil. Alors qu'on ne vienne pas me parler de pays peu développés ou en cours ou je ne sais quoi. Quand on passe sa journée devant un ordinateur à gérer des flux. Quand on possède une maison remplie de high-tech. Quand on met en place dans la rue des vidéos publicitaires ultra lumineuses. Quand on parcourt 5000 km en avion pour se retrouver dans le Sephora local. Quand on construit des immenses centres commerciaux sans y croiser une personne qu'on connaît. Quand on ne connaît pas ses voisins, quand on ne parle pas à ses voisins. Quand on nomme progrès et croissance la destruction de la nature, l'Occident se dit développé. Pire, il veut développer les autres maintenant. Soyons réalistes et modestes. Ralentissons un peu. Imaginons une société low-tech. Elle a besoin d'esprit créatif et critique pour repenser notre monde. Pour finir, je voulais vous réciter un petit poème de Maurice Carême qui illustre bien mon message. Une table, 2 ou 3 chaises, un pain dans le fond d'une armoire, un bol où il buvait à l'aise, un couteau, un crucifix noir. C'était là toute sa fortune. Mais sous le velours de la lune qui tapissait tout son réduit, le monde était à lui. Je vous remercie. Merci Robin.